Hi, I'm Dave Sieg. I was VP of R&D at Omnibus during the filming of Explorers. Hi, I'm Harold Buckman, and I worked on Explorers in 1985. Hi, I'm Craig Good. Back in 1985, I helped make Young Sherlock Holmes. And you're watching episode 11 of CGM. On Explorers. You're watching CGM Episode 11, about Young Sherlock Holmes. Hope you enjoy it. Vous pensiez que Tron était le premier film avec de l'image de synthèse? Que le morphing était apparu pour la première fois au cinéma avec Willow? Que Pixar ne faisait que des courts-métrages avant Toy Story? Que Disney était les premiers à intégrer de la synthèse dans leurs films d'animation? Pauvre naïf. Bienvenue dans CGM, l'émission qui retrace pour vous les débuts de l'image de synthèse au cinéma. 1985. Alors que la révolution Digital Productions a prouvé au monde entier que l'image de synthèse était capable de remplacer les effets spéciaux traditionnels, on pourrait croire que l'imagerie numérique s'installerait enfin dans le paysage cinématographique. Il n'en est rien. En marge des faibles recettes engendrées par The Last Starfighter et 2010 au box-office américain, la technique reste encore très coûteuse au début des années 80, surtout si l'on veut s'offrir le top du top, comme le fameux Cray XMP d'une valeur de plus de 10 millions de dollars. Une compagnie canadienne, appelée Omnibus, va donc chercher à se lancer en passant outre ce très coûteux investissement, en rachetant un ordinateur assemblé au milieu des années 70, et que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit du Super Funly F1 utilisé sur Tron. Conçu par Information International Inc. dans le but de remporter un contrat avec l'administration américaine, le Super Funly F1 avait tout pour faire rêver l'ingénieur informatique des années disco. 6 millions d'instructions à la seconde, 768 kilooctets de mémoire vive cumulée, un écran cathodique monochrome pouvant afficher une résolution de 1024 par 1024 pixels, 2 disques durs de 47 mégaoctets, bref, un monstre de puissance pour l'époque, tout ça pour construire un programme de reconnaissance optique de caractères. Le problème, c'est que le contrat avec l'administration US va capoté. Mais ça n'est pas grave, car très vite, deux hommes vont proposer à Triple I d'utiliser leur machine à d'autres fins. Qui sont ces deux hommes? Facile. Il s'agit de Gary Demos et de John Whitney Jr., alors futurs fondateurs de Digital Productions. Plutôt que d'analyser des images, le Super Funly va plutôt servir à en créer. Très vite, une division cinéma ouvre ses portes à l'intérieur de Triple I, et le reste appartient à l'histoire avec un grand H. 1976, le buste de Peter Fonda est scanné point par point et reproduit avec 4000 polygones pour le film Future World. 1981, la démo du jongleur photoréaliste Adam Powers déchaîne les passions et convainc Disney du potentiel des images de synthèse pour un futur petit film réalisé par un certain Steven Lisberger. 1982, le Super Funly F1 réalise les modèles 3D les plus complexes jamais vus dans un long métrage et révolutionne la technique pour Tron. Seulement voilà, comme vous le savez déjà depuis l'épisode 8 de CGM, Triple I se décide à fermer sa division cinéma dès 1982, juste après la fin de la production de Tron et plusieurs mois après le départ de Gary Demos et de John Whitney Jr. Le Super Funly F1 se retrouve alors sans grande utilité et l'on pourrait croire que c'en est déjà fini de ce vénérable ordinateur. Pourtant, Triple I ne va pas avoir à se poser la question bien longtemps sur l'utilité du Funly, puisqu'une compagnie du nom d'Omnibus va très vite se faire entendre sur le rachat de ce dernier. Comment ça? C'est quoi Omnibus? Originaire de Toronto dans le Grand Nord canadien, Omnibus était à la base connu dans le petit monde des effets spéciaux pour sa filiale américaine Image West, pionnière dans l'utilisation de l'image de synthèse analogique avec le système Scanimate. Un appareil complexe, selon les dires de l'ancien ingénieur en chef de la société, Dave Sieg. It's an analog computer. The advantage of an analog computer is that it can do animation in real time. Now your animator becomes an electronic engineer and uses these patch cords and all of those knobs to literally program a circuit that builds an animation that moves from keyframe to keyframe. It's a very different experience. Even with today's modern digital computers, they don't move quite fast enough. When you turn a knob, you kind of have to wait a little bit to see the response. With the Scanimate, it's instantaneous. And then when you push the sequence button to go from the beginning to the end of your animation, the whole thing happens in real time, and so you end up putting a lot of layers on the videotape, and you really have to design your animation very carefully. It's a very different way of working. Néanmoins, comme Image West était devenue indépendante à la fin des années 70 et que le président d'Omnibus, John Penny, avait de grandes ambitions pour l'image de synthèse, retenez bien ce nom, John Penny. J'aurai tout le loisir d'évoquer avec vous ces ambitions très prochainement.
une toute nouvelle compagnie vit le jour sur le sol américain en 1982, Omnibus Computer Graphics, avec comme objectif de devenir un acteur majeur du marché de l'imagerie numérique, tout ça grâce au Super Funly F1, fraîchement racheté à Triple I. Et vous savez où est-ce qu'Omnibus Computer Graphics était situé dans les années 80 ? Au beau milieu des studios d'un géant du cinéma hollywoodien, Paramount. Maintenant, essayez de deviner sur quel film Omnibus Computer Graphics avait travaillé en premier. Quoi, c'est écrit derrière moi depuis le début de l'épisode. Sorti le 12 juillet 1985 aux États-Unis, soit un peu plus de 5 mois avant l'Hexagone, Explorer c'est un film de Joe Dante, réalisateur culte des Gremlins, qui met notamment en scène Feu River Phoenix et Ethan Hawke, tous deux alors âgés de seulement 14 ans, ainsi que Jason Presson. Qui ça ? Ah oui, pardon, le troisième gamin du film. Le film, pour ceux qui ne le connaissent pas, s'inscrit dans la veine du chef-d'œuvre de Steven Spielberg, E.T., et met en scène une bande de jeunes ados appelés par une nuit de rage à rentrer en contact avec une forme de vie extraterrestre avec des plans communiqués par leurs rêves pour construire un vaisseau spatial. Et ce sont justement leurs rêves qui vont nous intéresser ici, puisqu'ils sont partiellement réalisés en images de synthèse. Après un passage dans les nuages avec le jeune Ben, interprété par Ethan Hawke, le spectateur est plongé dans une chaîne de montagnes virtuelles avant d'arriver dans une immense plaine où un gigantesque diagramme électronique constitue le sol. Ce diagramme a en fait été entièrement numérisé, point par point, à partir de plans conçus en amont par un certain Michael Corey, en plus du directeur artistique d'Omnibus Computer Graphics, Art Dorinsky. Michael Corey a d'ailleurs caché son nom dans le circuit du premier rêve, juste ici, chose qu'il avait déjà faite un an plus tôt, lorsqu'il travaillait chez Digital Productions sur The Last Starfighter. Seulement, comme le Funly était incapable de rendre des graphismes en vectoriel coloré, chaque élément de la séquence devait être rendu séparément, selon la couleur, avant d'être finalement recolorisé et assemblé par Industrial Light & Magic. C'est sensiblement la même technique employée sur le film War Games que j'évoquais avec vous dans l'épisode 7 de CGM. En ce qui concerne les objets 3D qui survolent le circuit du premier rêve, ceux-ci ont été rendus séparément, puis combinés par ILM pour donner cet aspect visible dans le film. Plus tard dans le film, le jeune Ben se met à nouveau à rêver, mais pour être cette fois accompagné de ses deux amis. Pourtant, dans ce second trip visuel en images de synthèse, le spectateur n'est plus face à un simple diagramme coloré, mais bien face à un circuit électronique complet avec ses résistances, condensateurs et autres puces. S'il s'agit ici d'un tout autre circuit, c'est parce que celui-ci a été conçu selon les mouvements de caméra virtuelle, véritable prouesse technique du film. Car si le Super Funly F1 était l'ordinateur sur lequel toutes les images étaient calculées, celui-ci n'a bien sûr pas été la seule machine utilisée sur le film, puisque c'est sur Explorers que la toute première station de travail Silicon Graphics a été employée, voire même modifiée pour les besoins du tournage dans certaines scènes clés. Parce que vous croyez vraiment qu'un Apple IIc était capable de rendre des graphismes en vectoriel coloré, le tout en temps réel, sur les différents plateaux de tournage? Cette station de travail, une Silicon Graphics Iris 1400, est en effet utilisée dans le film lorsque l'ami de Ben, Wolfgang, joué par Feu River Phoenix, dit avoir recréé l'intégralité de son labo en wireframe 3D. Ces reproductions en images de synthèse, créées sur une des toutes premières versions du logiciel Wavefront, l'ancêtre du célèbre Maya, permirent ainsi de montrer de l'image de synthèse rendue en temps réel pour la première fois sur un plateau de tournage. Pour bien faire, la fréquence de rafraîchissement du moniteur de l'Iris 1400 avait même été modifiée par l'ingénieur Doug Macmillan afin de parfaitement se synchroniser avec la caméra du tournage, soit en 24 images par seconde donc. Ben ouais, sinon ça aurait montré la trame du balayage, un peu comme lorsqu'on filme un vieil écran cathodique quoi. Mais la station de travail Silicon Graphics n'a pas seulement servi de doublure de luxe pour l'Apple IIc, puisque c'est grâce à cette dernière que des mouvements de caméra complexes ont été accomplis pendant les deux rêves réalisés en images de synthèse. Pour la première fois, les animateurs n'avaient en effet plus à calculer les trajectoires entre deux points, comme c'était le cas sur Tron faute de prévisualisation en temps réel, et pouvaient ainsi imaginer des déplacements de caméra virtuelle les plus fluides possibles. Et dire que ce sont ces mêmes stations de travail qui donnent vie, quelques années plus tard, aux dinosaures de Jurassic Park. Bon, ok, dans des versions beaucoup plus avancées. Reste que, en 1985, la réalisation de la séquence complète de ce second rêve nécessitait encore plusieurs jours, voire semaines de rendu, avec pas moins de 2 heures pour les images les plus complexes. Ce temps de rendu s'accompagnait également d'un temps d'impression sur film pellicule allant jusqu'à 6 minutes par image. À cela s'ajoutait une autre contrainte, et non des moindres, puisque comme pour Tron, chaque image finalisée n'était pas imprimée comme on le ferait simplement de nos jours. Oh non! Pour faire une image, le film pellicule était en effet exposé avec des filtres bleus, rouges et verts, ce qui nécessitait obligatoirement d'effectuer un rendu de 3 images différentes pour obtenir la colorisation désirée à chaque fois. Le hic, c'est qu'avec 2 disques durs de 47 mégaoctets chacun, le Super Funly F1 avait au fait d'épuiser sa mémoire de stockage. Devinez d'ailleurs combien d'images pouvaient être gardées en mémoire simultanément. 2 fois 3 nuances de bleu, rouge et vert.
Ouais, c'est pas grand chose. Mais il y a une explication. Comme le Funly était incapable de filtrer l'aliasing, ou effet de crénelage en français, les ingénieurs avaient trouvé une parade à la fois ingénieuse et très gourmande en place disque, rendre les images dans une résolution supérieure à celle imprimable. De ce fait, l'imprimante réduisait automatiquement la résolution imprimée et se chargeait en même temps du travail d'anti-aliasing. Simple, mais efficace, puisqu'on ne remarque la supercherie à aucun moment des deux séquences en CGI d'Explorers. Néanmoins, un événement mit presque en péril la sortie du film dans les temps. Alors que le rendu, ainsi que l'impression du second rêve battaient son plein, de jour comme de nuit, une panne électrique vint tout stopper en plein milieu. Une panne, alors due à la maladresse d'un technicien qui avait fait tomber sa clé à molette dans l'une des armoires électriques des studios Paramount. Sachant que le Funly était déjà un ordinateur plutôt capricieux, qui nécessitait de base l'attention d'un opérateur 24 heures sur 24, la nouvelle ne pouvait pas mieux tomber pour une équipe déjà exténuée par les longues heures de travail. Dave Sieg s'en souvient d'ailleurs très bien. I can remember driving into work after snatching 3 or 4 hours of sleep. I'd been up 3 or 4 days straight and seeing a big billboard on the Hollywood freeway that said, "Coming next week, Explorers." And I remember thinking, well, maybe if we're lucky. 3 jours furent nécessaires pour remettre le Funly d'aplomb, en plus de l'un de ses disques durs dont les têtes de lecture avaient été endommagées dans l'incident. Le rendu du second rêve reprit ensuite, mais l'assemblage de la séquence complète est accrédité à Industrial Light and Magic, qui réussit un travail formidable compte tenu de l'état de certaines images à l'arrivée. On notera d'ailleurs que les différents extraits de films, visibles pendant le second rêve, ont en fait été rajoutés en post-production par Omnibus Toronto. Vu qu'aucun ordinateur n'était capable de stocker de la vidéo en 1985, cela signifie que tous les plans avaient dû être rajoutés à la main avec un alignement réalisé image par image. Du travail d'orfèvre en somme. Malgré cela, le film n'aura que très peu de succès en salle, la faute notamment à une date de sortie coïncidant avec les débuts de la série de concerts contre la famine en Éthiopie, le Live Aid, mais aussi à des décisions marketing douteuses qui aboutiront à un long métrage totalement inachevé, au grand dam de son réalisateur, Joe Dante. Il a depuis gagné son statut de film culte pour toute une génération, par le biais des sorties vidéo, mais n'est toujours pas, à l'heure où cet épisode est publié, disponible ni en Director's Cut, ni en haute définition. Parmi les films d'aventure de 1985 mettant en scène de jeunes adolescents, on compte un certain The Goonies, sorti un mois avant Explorers. Son scénariste, et alors futur réalisateur des 2 premiers films Harry Potter, Chris Columbus, signera d'ailleurs le script d'un autre film, Young Sherlock Holmes. Réalisé par Barry Levinson, à qui l'on doit notamment Good Morning Vietnam ou encore Toys, tous deux avec le regretté Robin Williams. Hi, I'm new here. What you been blowing up? Young Sherlock Holmes est un long métrage imaginant la jeunesse du personnage iconique de Sir Arthur Conan Doyle avec Nicholas Rowe et Alan Cox dans les rôles titres. Sorti le 4 décembre 1985 aux États-Unis, il sera renommé Le Secret de la Pyramide lors de son arrivée dans les salles obscures françaises le 26 mars 1986, avec une affiche qui n'est pas sans rappeler une certaine saga du producteur Steven Spielberg, Indiana Jones. En même temps, vu que le film avait à peine remboursé son budget aux US, il fallait bien le vendre dans d'autres pays. Et ce qui fait que le film est encore à marquer d'une pierre blanche aujourd'hui, ce sont ses effets spéciaux. Nominé pour un Oscar des meilleurs effets visuels en 1986, il démontre en effet tout le savoir d'ILM en matière d'animatronique, d'animation en image par image Go Motion, de rajout ou encore de miniature. Sauf que ça, en fait, ça ne va pas vraiment nous intéresser ici. Car oui, si Young Sherlock Holmes est encore un film connu aujourd'hui, c'est pour une scène en particulier, celle du Chevalier du Vitrail. Dans celle-ci, un prêtre qui allume des cierges en pleine nuit se retrouve empoisonné par une fléchette et se met à halluciner la présence d'un chevalier menaçant composé de morceaux de verre provenant de l'un des vitraux de son église. Cette hallucination est aujourd'hui reconnue, dans le monde de l'image de synthèse, comme étant le tout premier personnage virtuel de l'histoire du cinéma. Bien que cette dénomination soit encore contestée par certains. La compagnie à l'origine de ce fameux Chevalier du Vitrail, vous la connaissez tous depuis maintenant près de 20 ans, puisqu'il s'agit tout simplement de Pixar. Mieux encore, alors que le Genesis Effect de Star Trek 2 ou encore la Lune d'Endor du Retour du Jedi était crédité au nom de Lucasfilms Computer Division, Young Sherlock Holmes était alors le tout premier film à clairement mentionner le nom Pixar dans les crédits de fin. Un changement qui avait été effectué peu de temps après le SIGGRAPH de 1984 à Minneapolis, où le premier ordinateur du groupe avait été dévoilé sous le nom de Pixar Imaging Computer. Le nom resta lorsque la compagnie fut officiellement rachetée en 1986 par nul autre que Steve Jobs. Oui, pour tous ceux qui ne le savaient pas, Steve Jobs est l'homme à qui l'on doit la création de Pixar en tant que compagnie indépendante de Lucasfilm, juste après qu'il se soit fait jeter d'Apple. Cependant, l'équipe de Lucasfilms Computer Division n'avait pas attendu de s'appeler Pixar pour commencer à créer des courts-métrages en images de synthèse. Ainsi, un an après le Retour du Jedi, en 1984, voyait le jour Adventures of Andre and Walibi, animé par un certain John Lasseter. Quoi ? C'est qui John Lasseter ?
Bon, allez, un petit récap. Au début des années 80, John Lasseter, alors animateur chez Disney, avait eu une révélation après avoir été invité à visionner, en interne, les premières séquences des cycles lumière de Tron. Son but après cela, prouver que l'image de synthèse pouvait se marier avec l'animation traditionnelle et ainsi donner des résultats encore jamais vus. Seulement, après avoir tenté de mettre son projet à exécution, sur un prototype basé sur le livre Max et les Maxi-Monstres de Maurice Sendak, la direction de Disney lui avait adressé une jolie lettre de licenciement. Abattu, John Lasseter ne restera néanmoins pas très longtemps sans emploi, puisque ses amis Ed Catmull et Alvy Ray Smith de la division Computer Graphics de Lucasfilm lui proposèrent, début 1984, de les rejoindre en tant que freelance sur un projet de court-métrage en images de synthèse, un projet qui donnera, après quelques mois de travail, le fameux Adventures of Andre and Wallaby. Pourtant, John Lasseter ne voyait alors ce court-métrage que comme une étape et, après l'avoir présenté au SIGGRAPH de 1984, il revint à Los Angeles avec l'ambition de pouvoir réaliser son premier film tel qu'il l'avait imaginé chez Disney, The Brave Little Toaster, alias le petit grippin courageux dans la langue de Molière. Seulement, le budget initial prévu pour le film, 18 millions, était entre-temps descendu à 2,3. Détruit par la nouvelle, John Lasseter ne tarda pas à en informer Ed Catmull, qui lui proposa très vite de rejoindre Lucasfilm's Computer Division, cette fois en tant qu'employé à temps plein. Une proposition que ce dernier fut prompt à accepter et qui le mènera finalement à la réalisation du premier long-métrage en images de synthèse de l'histoire du cinéma, 11 ans plus tard, Toy Story. Mais bien avant l'indépendance de Pixar, son premier job chez Lucasfilm's Computer Division ne fut autre qu'animer Le Chevalier du Vitrail de Young Sherlock Holmes. Armé de plusieurs Computer Consoles Power 632, des mini-ordinateurs basés sur le processeur 68000 de Motorola, oui, la même famille de processeurs qui équipait la Mega Drive, mais aussi d'un Evans & Sutherland Picture System pour prévisualiser l'animation wireframe, l'équipe dirigée par William Reeves se mit à donner vie au modèle 3D de l'homme de verre. Mais comme il n'existait alors aucun outil pour réaliser de l'image de synthèse autrement qu'avec des formes géométriques simples, celui-ci fut entièrement scanné en point par point à partir d'un véritable modèle en carton. Rep. Mais bon, après tout, pourquoi pas, vu le résultat? Quelques 100 points de référence constituaient alors les scans de chaque morceau de verre sur l'ordinateur et, pour rendre les contours de ceux-ci plus harmonieux, des courbes de Bézier étaient ensuite appliquées à chaque bord, évitant ainsi un aspect trop anguleux et donc plus naturel pour un vitrail. Le principe de la courbe de Bézier, du nom de feu l'ingénieur français Pierre Bézier, donnera d'ailleurs naissance, quelques années plus tard, à un logiciel Adobe Illustrator. Quand je vous dis que tout est lié. Mais un modèle 3D, aussi détaillé soit-il, ne sert à rien tant qu'on ne lui a pas insufflé la vie, et le génie de John Lasseter intervint précisément sur ce point. Usant de photos de référence des lieux du tournage, mais aussi d'une vidéo des mouvements d'un acteur costumé en noir et blanc, sur fond de grille, l'ancien animateur de chez Disney réalisa l'impossible, à savoir intégrer un élément en image de synthèse dans des plans de caméra en mouvement. Et je dis bien des plans de caméra en mouvement, car sur les 6 plans du Chevalier du Vitrail, la moitié seulement sont fixes. Une véritable prouesse technique, car, jusque-là, les rares éléments combinés avec des prises de vue réelles avaient toujours été fixes, faute de pouvoir correctement interpréter les axes de déplacement de la caméra physique avec l'ordinateur. À la limite, on pourrait citer Lensman et Star Chaser, mais vu que ce sont des dessins animés, ça compte pas vraiment en fait. Toute l'animation avait alors été réalisée sous un seul programme, utilisé depuis Star Trek 2 en 1982, Reyes ou Renders Everything You Ever Saw. Littéralement, rend tout ce que vous avez pu voir. Ce programme permit à John Lasseter de recréer des mouvements fluides, quasi naturels, pour le Chevalier du Vitrail. Seulement, pour les mouvements de caméra, John Lasseter dut littéralement projeter la scène sur l'écran de son Evans & Sutherland afin de déterminer à la main le positionnement du modèle 3D dans l'espace. Un travail titanesque quand on considère les 31 secondes où l'image de synthèse intervient sur 102 minutes de film. Anecdote intéressante, alors qu'ILM s'était chargé, comme sur Explorers, d'assembler les divers éléments en images de synthèse dans la scène, en découpant notamment chandelier et banc image par image, comme vous pouvez le voir ici, Pixar s'était tout de même chargé de la composition en interne de certains plans, ceux en images fixes, en scannant la pellicule dans l'ordinateur. Une décision prise à l'époque en raison d'un changement de lentille pour un même plan. Le Chevalier du Vitrail sera d'ailleurs imprimé au laser sur la pellicule, mais le fait qu'il n'existe aujourd'hui aucune version du film en HD ne rend pas vraiment justice à tout le travail effectué par Pixar. Parmi l'équipe en charge de cette animation, en dehors de John Lasseter, il est à noter que certains d'entre eux font aujourd'hui encore partie de Pixar, à l'image de David DiFrancesco ou encore d'Eben Ostby, qui a participé à la réalisation de cet épisode en acceptant de répondre à mes questions par mail. D'autres, comme Craig Good, ont fait partie de la compagnie pendant de très longues années, travaillant entre autres sur les courts-métrages Red's Dream et For the Birds, mais aussi des longs-métrages comme Toy Story, Finding Nemo ou encore Brave alias Rebelle en français. Mais j'aurai l'occasion de revenir avec lui sur le sujet dans une future interview.
En attendant, dans le prochain épisode de CGM, nous reviendrons sur les tout premiers longs métrages d'animation de Disney à utiliser de l'image de synthèse, avec The Black Cauldron, The Great Mouse Detective, Oliver and Company et The Little Mermaid, tous sortis entre 1985 et 1989. D'ici là, plusieurs adresses pour soutenir et obtenir plus d'informations sur CGM, Tipeee, Twitter, Facebook, mais aussi mon site, gorkamnitrix.com. N'hésitez pas à partager les épisodes autour de vous et surtout à me laisser vos commentaires. Oh, et comme dirait Watson... It was the adventure of a lifetime.